Je vais faire une rapide présentation de 3D Prod pour que vous compreniez ce qu'on fait. Donc on est une société spécialisée dans la fabrication industrielle de pièces en impression 3D depuis 2005. Donc nous proposons et maîtrisons les différentes technologies d'impression 3D polymère, telles que le frittage SLS, le multijet fusion, le déco de fil ou encore la coulée sous vide, et également la stéréolithographie. Alors, notre expertise s'étend à différents domaines d'application, allant donc du prototype, de la pièce technique, à de la pièce d'aspect, et on est également spécialisé dans la production de petites séries et la fabrication de pièces d'outillage. Donc nous sortons, titre d'information, plus de 1000 pièces par jour, avec plus de 500 clients venant de tout secteur d'activité. Et enfin, nous accompagnons nos clients avec un service commercial hybride composé d'un chargé d'affaires et d'une assistante commerciale de façon à avoir une réactivité optimale. Et pour les projets plus complexes, on réalise une étude de faisabilité auprès de notre bureau d'études. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la production en petite série. La production en petite série. Donc c'est une méthode de fabrication de pièces en quantité limitée, généralement bien inférieure à une production de masse. Donc les quantités peuvent varier d'une dizaine de pièces à plusieurs centaines de pièces, selon les secteurs d'activité. Et donc ce type de production convient parfaitement à la commande personnalisée pour de la pièce spécifique, à des tests de marché, des prototypes bien sûr, et des produits de niche sous la forme de produits définitifs. Donc c'est une excellente alternative entre la fabrication du prototype et la fabrication en très grande série. Donc, la petite série en impression 3D offre différents avantages. Donc, tout d'abord, une certaine flexibilité. Ça permet de produire des pièces sur mesure et d'y apporter des modifications si besoin, autant qu'on le veut. Il y a également une réduction des risques. Excusez-moi, j'ai interverti les slides. Donc une réduction des risques, donc ça permet de produire des pièces, de les mettre sur le marché et d'y apporter des modifications si besoin. Voilà, j'y suis. Et enfin, une optimisation des coûts. Donc certes, les coûts unitaires en impression 3D sont plus élevés qu'en injection. En revanche, on ne va pas avoir un coût d'outillage, ce qui permet donc d'avoir des quantités plus restreintes. Au niveau des technologies, on a différentes technologies qui sont totalement adaptées à la petite série, comme le SLS, le MJF, la stéréo également, et la coulée sous vide. Et en termes de réactivité, ça permet à nos clients une production adaptable à des quantités fluctuantes et surtout dans des délais courts. Alors, on va évoquer maintenant la réalisation de petites séries dans nos ateliers de production. Donc, il y a environ 80% des pièces qu'on fabrique en petite série qui sont destinées à de la pièce définitive, qui vont être directement montées et mises sur le marché. Ensuite, nous offrons donc différentes possibilités avec différentes technologies pour les pièces en petite série, donc notamment le SLS, le MJF, la SLA, la DLP et la coulée sous vide également. Donc on y reviendra plus précisément, je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement de chacune de ces technologies. Et enfin, on a un parc machine qui est parfaitement intégré à une démarche industrielle, donc avec des performances élevées, une grande répétabilité et une précision dimensionnelle.
Donc le choix de la technologie va se faire sur différents critères. Alors tout d'abord les limites technologiques. Chaque technologie va avoir des caractéristiques différentes. Donc le matériau, la précision souhaitée, l'aspect souhaité va influer sur le choix de la technologie. On a les contraintes budgétaires et l'optimisation des coûts. Les coûts de production peuvent varier en fonction des technologies. Donc il est important de trouver un équilibre entre la qualité souhaitée et le budget alloué par le client. On va avoir également les délais de production en fonction des besoins de réactivité et des délais imposés par le client. Certaines technologies vont être plus adaptées avec des délais plus courts, ce qui va accélérer le processus de fabrication et répondre favorablement aux délais imposés. Le domaine d'activité. Donc, le secteur d'activité pour lequel la pièce est produite peut avoir certaines exigences, comme par exemple dans le médical ou encore dans l'automobile. Donc là, on va avoir une certaine limite au niveau du choix du matériau. Et le but, ça va être de répondre vraiment aux exigences du client. Et enfin, les objectifs du client. Il est important de connaître la finalité du produit de façon à guider le client dans la meilleure technologie pour que ça réponde à ses attentes. Alors, maintenant, on va rentrer plus en détail dans les différentes technologies qui peuvent être adaptées à de la petite série. Alors, on a le dépôt de fil. Donc, le dépôt de fil, c'est une méthode d'impression avec un filament qui va être fondu couche par couche. En termes de capacité maximale, on sera sur du 300 par 300 par 300 mm. Alors, les avantages de cette technologie-là, c'est qu'on va avoir un coût de fabrication abordable. Voilà, c'est très répandu pour la fabrication de pièces de consommation courante. On a une multitude de matériaux, donc soit du PLA, de l'ABS, de l'ESD, des matériaux alimentaires. Voilà, on peut vraiment adapter le filament aux exigences demandées. En revanche, au niveau des limites, on va avoir une vitesse de production assez limitée puisque suivant les quantités, ça peut prendre malgré tout plus ou moins de temps. Donc on peut faire la petite série en dépôt de fil, mais c'est pas ce qu'il y a de plus adapté malgré tout, mais c'est possible. Et la qualité de finition qui reste malgré tout médiocre. Ensuite, on va avoir le frittage laser SLS. Donc c'est un laser de puissance qui va venir fondre la matière. On est sur des strates de 7 dixièmes, de 1 dixième, pardon, et des épaisseurs minimales de 0,7 mm. On est sur une capacité maximale de 500 par 500 par 400 mm. En termes de matériaux, on va proposer donc du PA12, du PA chargé en bit vert, mais également du PA ignifugé. Alors les gros avantages du SLS, c'est qu'on va avoir une excellente résistance mécanique et résistance thermique également. Et donc ça n'a pas besoin de finition puisque les pièces reposent sur un lit de poudre. Au niveau des limites, on a donc un état de surface granuleux dû à la poudre, donc l'esthétique reste limitée. Et on a des dimensions également limitées et un risque de déformation sur les grandes pièces. Et il n'y a pas d'étanchéité non plus sur le frittage SLS. Ensuite, on va avoir le multijet fusion de chez HP. Donc le multijet fusion, c'est également une impression par couche avec des strates de 8 centièmes, donc un peu plus précis que le SLS. À la différence du SLS, il va s'agir ici du dépôt d'un agent de fusion et d'un agent de détail. On va avoir ensuite un laser infrarouge qui va venir fusionner les zones désignées. Donc en termes de matériaux, on est également sur du PA12 et du PA chargé en bit vert. Et on est sur une capacité un peu plus restreinte que le SLS. On est sur du 380 par 280 par 380 mm.
Donc les avantages de cette techno, c'est totalement adapté à la petite série. C'est d'ailleurs celle qui est le plus recommandée, je dirais, avec une très grande résistance mécanique et thermique également. Le plus par rapport à la SLS, c'est qu'on a une excellente étanchéité également. On est plus précis, donc ça va être parfait pour faire des pièces avec une bonne répétabilité. Ensuite, la stéréolithographie. Alors, la stéréolithographie, alors c'est un peu moins utilisé pour la petite série, mais ça peut l'être malgré tout. On est sur une résine liquide photosensible qui va durcir au passage d'un laser UV. Donc là, en capacité maximale, ça va permettre de faire des grandes pièces, puisqu'on a une machine qui fait 1500 par 750 par 500 mm, ce qui permet de faire de la belle pièce. Et en termes de matériaux, on va avoir de la type PA, de la type PP, de la type ABS et de la type PC translucide. Les gros avantages de la stéréo, ça va être une finition de haute qualité. On va être sur un état de surface lisse avec une très bonne précision. Et donc, d'ailleurs, on demande une épaisseur minimale de 0,3 mm sur cette techno. Et au niveau des limites, c'est qu'on est sur une résistance mécanique limitée. Ça ne va pas du tout être adapté à de la pièce qui va subir de la contrainte mécanique. Ça restera malgré tout cassant. On est sur des coûts plus élevés et il y a également une reprise en finition derrière, puisque cette techno est fabriquée à l'aide de supports de fabrication. Ensuite, on va avoir la DLP, donc qui est la Digital Light Processing. Alors la DLP, c'est également une résine liquide photosensible comme la SLA. La différence sur la DLP, c'est que c'est un projecteur qui va venir flasher la couche complète, contrairement au SLA qui lui est flashé point par point. Donc ça va vraiment être adapté à de la petite pièce en petite série. Donc comme vous pouvez le voir, on a un plateau qui est relativement petit, qui fait 124 par 70 par 340 mm. Donc c'est vraiment pour de la petite pièce. Donc on a plusieurs matériaux disponibles. Donc aujourd'hui on en propose 4 chez 3D Prod, mais on peut proposer également, il y a d'autres matériaux qui sont disponibles et qui peuvent être proposés. Donc les gros avantages, ça va être une extrême précision. On est sur des strates de 5 centièmes sur cette techno. Une grande répétabilité et on est sur une vitesse de production relativement élevée. Au niveau des limites, donc on est sur de la petite pièce, il y a une contrainte de dimension et on a un coût de production également plus élevé et il va y avoir également une reprise en finition derrière puisqu'il y a également des supports sur cette technologie. Alors, la coulée sous vide. Donc, la coulée sous vide, c'est un petit peu la petite sœur de l'injection, je dirais. On est sur une méthode de reproduction rapide de pièces en petite série, où on va utiliser des résines polyuréthane qui peuvent avoir différentes caractéristiques. Donc, on va avoir de l'alimentaire, du chargé en fil de verre, des certifications UL 94 V0. On a également des résines souples. L'avantage, c'est qu'on peut faire aussi du teinté masse en coulée sous vide. Donc on va vraiment être sur des pièces qui vont avoir des caractéristiques similaires à de la pièce d'injection. Donc c'est idéal également pour valider des pré-séries. En revanche, au niveau des limites, on est sur des délais de production plus grands, avec un coût de fabrication plus élevé. Et il y a malgré tout de la finition derrière, puisque la coulée sous vide nécessite la reprise en atelier derrière. Donc pour vous expliquer rapidement la coulée sous vide, donc on va réaliser un maître modèle en SLA qu'on va venir poncer et peindre. On va ensuite, à l'aide de ce maître modèle, créer un moule en silicone. On va venir couler donc la résine qui aura été définie avec le client.
Les pièces vont ensuite être démoulées et passées en finition. Et on obtient donc des pièces avec des propriétés mécaniques proches des matières d'injection. Pour conclure, donc c'est un équilibre effectivement entre qualité, coût et réactivité. On a donc une certaine flexibilité et des cycles de production relativement courts. Donc ça va être idéal pour de la pièce prototype, de la pièce d'essai ou de la pièce finale qui va être mise sur le marché. Donc ce sont des solutions sur mesure. On peut faire donc des pièces personnalisées qui vont répondre à des besoins spécifiques. Une efficacité optimale, donc on va maîtriser les coûts, on a une très bonne qualité et donc des délais courts. Et enfin, un processus adapté, ça va être idéal également pour les petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas forcément investir dans un moule d'injection, ou également pour les services de recherche et de développement. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Audrey. Peut-être juste quelques questions. Ça nous intéresse de voir par rapport au monde de la plasturgie. Déjà, est-ce que vous avez parmi vos clients des plasturgistes et comprendre dans quelle situation ils font appel à vous, et puis comprendre aussi un peu l'évolution de votre société. Est-ce que vous êtes dans une forte croissance, sur quel type de produit, etc. Vous pouvez nous dire quelques mots? Alors oui, donc effectivement, on a des plasturgistes en client. Donc les plasturgistes vont faire appel à nous notamment pour valider des designs, enfin pour faire des pré-séries très clairement avant les lancements en injection. Donc ça oui, on en a de façon régulière, je dirais. Et l'impression 3D s'industrialise de plus en plus. Alors via les différentes technologies dont on a évoqué, qui aujourd'hui donnent des pièces de qualité avec des très bonnes caractéristiques et des qualités de finition assez similaires à de la pièce d'injection. Après, tout dépend effectivement les contraintes des clients, mais oui, c'est en forte croissance en tout cas. Et vous, vos challenges chez 3D Prod, vous passez vraiment à l'échelle industrielle, vous optimisez vos process pour optimiser vos productions. Alors oui, on passe de plus en plus à l'échelle industrielle. Donc il est tout à fait possible également, ce qu'on ne faisait pas avant mais qu'on fait aujourd'hui, d'avoir des stocks tampons, de réserver des machines pour la fabrication de pièces. Donc on fonctionne beaucoup comme ça, et on fait souvent également un petit peu comme en injection, des pièces récurrentes, avec des livraisons récurrentes. Donc oui, on s'industrialise fortement. Merci beaucoup. Merci. C'est la parole maintenant à Anton Lopez, de la société Ultimaker, qui va nous parler du marché de la pièce de rechange, notamment. À vous la parole, Anton. Très impressionnant d'être là, sur l'estrade comme ça, c'est très impressionnant. Alors moi je vais la faire à l'ancienne, avec mon petit papier, alors, pas plus mal. Donc moi je m'appelle Anton Lopez, je suis tombé dans l'impression 3D il y a une dizaine d'années. Je vais vous présenter Ultimaker, on va essayer de rentrer sur des cas d'application, des cas pratiques. Donc j'ai 15 ans d'expérience dans l'impression 3D, Audrey l'a très bien dit tout à l'heure, avec tout un tas de technologies différentes et d'applications différentes. Les résines liquides, le FDM, donc le fil fondu, la fusion laser. Donc tout ça finalement, vous l'avez compris depuis j'imagine ce matin, l'impression 3D c'est toujours un compromis à trouver entre la vitesse, la précision et les matériaux. En ce qui concerne Ultimaker, on est sur du polymère et du fil fondu, et je vais essayer d'aller dans le détail. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'était bien d'innover
et rester compétitif, améliorer la réactivité, réduire les coûts et augmenter la qualité et la performance. On va essayer d'évoquer ces sujets-là avec les slides qui vont passer derrière moi. J'ai quelques vidéos et quelques cas clients qui sont assez sympas, comme chez Alpine Manufacture, qui sont assez sympas. Mais avant tout, je voudrais juste revenir sur des points qui, moi, me semblent importants. Sur Ultimaker, c'est une société européenne. Alors je tiens à le préciser, c'est 250 salariés à travers l'Europe. Le site de fabrication est en Hollande, c'est plus de 200 000 machines qui sont déployées à travers le monde. Ça aussi j'y tiens, c'est 98% des composants de nos machines proviennent d'Europe, et les 2% qui restent, c'est tout ce qui est évidemment transistor et électronique. Alors c'est important de le souligner par les temps qui courent, on est en hyper compétition aujourd'hui avec un certain nombre de pays, donc il est bon de rappeler tous les investissements qu'Ultimaker peut faire sur les normes ISO, les normes cyber, les normes de sécurité. C'est peut-être pas le cas de tout le monde à l'étranger, voilà. Donc c'était important de rappeler. Alors Ultimaker, c'est pas que Ultimaker, c'est une société qui a grandi, qui a racheté des solutions comme Thingiverse, mais c'est aussi Cura, pour ceux qui utilisent l'impression 3D. Cura, c'est le logiciel à travers le monde qui est le plus utilisé pour slicer. J'ai vu que monsieur dit oui. C'est, je crois, plus d'1 million d'utilisateurs par jour. Voilà, c'est ça. Et c'est 2 millions de slices qui sont faits toutes les heures. Donc on a une très très bonne maîtrise de ce qui se fait finalement à travers le monde. Alors nous on voit bien ce que vous slicez sur Cura, et la seule chose qu'on peut nous, pas reprocher, mais regretter, c'est qu'en fait on slice surtout du PLA, du plastique de base. Alors qu'il y a plus de 300 matériaux disponibles, les services bureaux, et Audrey l'a très bien rappelé tout à l'heure, sur du FDM, nous, en tout cas chez nous, on a 300 matériaux différents. Donc il ne faut pas se priver d'aller sur des matériaux techniques, ça nécessite un peu plus d'expertise, d'expérience, et donc de se faire former. On a des revendeurs comme 3D Advance ou ailleurs qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Il y a Thingiverse aussi. Pour ceux qui ne sont pas des dessinateurs comme moi, je ne dessine pas dans 3D, mais Thingiverse, c'est une bibliothèque, vous avez des milliards de fichiers STL. Alors ça c'est vraiment super intéressant à faire. Vous allez sur ce genre de bibliothèque, vous allez pouvoir chercher, je ne sais pas, un engrenage, une poignée de porte, même la modifier et l'imprimer. Donc ça permet d'avoir un accès à l'impression 3D assez facile. Il y a la partie académie aussi chez Ultimaker qui va vous permettre de vous former à l'utilisation des machines. Parce que là aussi c'est essentiel. Avoir une machine, intégrer une machine chez vous, c'est pas une machine Nespresso, on appuie sur un bouton et ça marche. Quoique c'est assez fiable chez nous, c'est vrai qu'on peut lancer les impressions comme ça. Mais il y a tout un tas de paramètres qu'il faut prendre en considération, les états de surface, les épaisseurs, les vitesses, et ça c'est le succès pour vous d'avoir des pièces sorties de production qui correspondent à vos attentes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu sur Ultimaker. C'est quand même important aussi, on a été pionnier, enfin l'Ultimaker a été pionnier dans l'impression 3D, donc ça fait plus de 15 ans qu'ils ont lancé les premières machines. On a été sur des marchés dits makers, donc le particulier qui fabrique, l'éducation ensuite, et aujourd'hui, c'est le sujet qui nous intéresse, c'est la partie industrielle. Ouais, tout à fait clair, la partie éducation et malheureusement les makers, on s'est fait dévorer par nos amis asiatiques. Donc aujourd'hui, on va sur des valeurs, sur des technologies à valeur ajoutée, dont je vous parlais juste après, qui se trouve être la Factor 4. C'est une... J'ai plus d'image. Je vous parlais des cas clients juste après, ne vous inquiétez pas. Mais cette machine-là, elle a été designée pour l'industrie. Alors quand je dis designée pour l'industrie, c'est surtout qu'en termes de SAV, de maintenance par exemple, cette machine est équipée de modules. Il y a 3 modules qui sont très simples à retirer en cas de panne. Ça tombe jamais en panne, mais si ça arrive, il suffit simplement de retirer le module finalement qui est en panne et de le faire réparer. Ça vous empêche, ça ne vous handicape pas pour la production. Donc c'est vraiment une machine qui a été pensée sur toute l'expertise Ultimaker évidemment, et qui regroupe toute l'expérience Ultimaker. On est sur une chambre thermorégulée. Vous avez un rapport d'impression après chaque impression. Alors ça c'est super intéressant quand vous êtes sur du multisite par exemple. On prend le cas de l'armée. L'armée évidemment ils sont sur du multisite, ils ont même des containers dans lesquels il y a nos machines qu'ils envoient sur des terrains d'opération. Et ce qui est très intéressant avec ce rapport, c'est d'être conforme avec la pièce d'origine. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de comparer une pièce qui a été imprimée en Syrie par rapport à une pièce qui a été imprimée en France, et on sait exactement si la pièce est bien conforme en termes ça peut être la chaleur, ça peut être pas mal d'éléments qui peuvent rentrer en considération. Et donc ce rapport-là, c'est vraiment quelque chose qu'on apporte à l'industriel. Alors des cas d'application, je vous ai mis une vidéo, mais c'est bien parce qu'il n'y a pas de son, on va essayer de parler dessus. Je crois que c'est ça. Voilà.
On parlait tout à l'heure, j'ai été introduit sur la partie pièces détachées. Très clairement, la partie impression 3D, on nous a tous vu arriver sur le prototypage. Sur le prototypage. Aujourd'hui, ça répond à une demande forte qui est celle de la pièce détachée. La pièce détachée dans le milieu industriel, pour beaucoup, alors là c'est l'exemple de Krohn, on a l'exemple chez Heineken, chez Coca, tous ces gens-là, qui ont la problématique de pièces d'usure à changer. Et l'impression 3D, Audrey le disait très bien tout à l'heure, ça permet d'imprimer des petites séries très rapidement et localement. Et là aussi, sur des sites, sur des multisites, c'est très intéressant pour Krohn de pouvoir lancer d'impression sur des sites différents. Et là, on va imprimer tout un tas de choses. Alors les pièces, je vous invite à venir nous voir tout à l'heure pour voir les pièces qu'on est capable d'imprimer. C'est du TPU, c'est de l'ABS, c'est du PC, c'est du PPS, c'est du chargé carbone. Et toutes ces pièces-là, finalement, s'intègrent dans les chaînes de montage, les chaînes industrielles. Ça peut être des préhenseurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi, ce que je vois souvent, et très souvent, c'est que la 3D, elle vient dans l'entreprise par les opérateurs. C'est pas forcément une décision stratégique de l'entreprise de faire entrer la 3D, on verra avec Alpine après tout à l'heure. C'est souvent un opérateur qui dit ah, là j'ai un problème sur cette chaîne-là, j'ai un engrenage qui vient de casser, et la pièce, je peux vous dire que dans certains cas, c'est 3-4 mois pour l'avoir. Donc en l'occurrence, le mec rentre chez lui, c'est le cas que j'ai en tête, imprime cet engrenage, et en même temps il change le pas. Et in fine, il arrive le lundi matin, il remet son engrenage, il est plus précis, et il a réparé la machine. Et donc c'est comme ça souvent que l'impression 3D rentre, elle rentre par les opérateurs, par la demande des opérateurs à optimiser des pièces, on va faire évidemment à faire des pièces détachées. Donc là, sur ce type d'industrie, dans le packaging en particulier, c'est vraiment des entreprises qui ont vraiment maintenant acquis cette technologie. Bon, je ne vais pas vous faire toute la vidéo, je vais vous parler de cas concrets qui sont assez sympas. Là, ça c'est chez Alpine. Alors pour vous donner, alors évidemment on ne fait pas de pièces Alpine. D'autres sociétés le font, en carbone par exemple pour la Formule 1. Nous, chez Alpine, ils utilisent l'impression 3D pour tout ce qui est autour de la voiture. C'est des guides, c'est du gabarit, c'est des pièces de sécurité, c'est même des poignées de porte. Hein. Tout ça, c'est un système qui a été mis en place chez Alpine. Et ce qui est super intéressant, c'est que eux nous ont autorisé à expliquer leur pardon pour les services bureaux, je ne sais pas où est Audrey. Mais quand on externalise en tout cas ce genre de pièces chez le fabricant initial, vous avez le délai d'approvisionnement et le coût. Aujourd'hui, sur ce type de pièces, vous l'avez vu, je ne vais pas vous le répéter, mais c'est 3 € versus 900 000 €. Donc on est vraiment là sur le gain, évidemment, de coût, le gain de temps, vous n'avez pas à importer le produit s'il faut l'importer, et vous l'imprimez immédiatement. Donc c'est vraiment des cas vraiment très intéressants, j'en ai d'autres. Je ne sais même pas si je ferai 20 minutes. Des cas comme celui-ci aussi, encore une fois, chez Alpine. Et là, on voit vraiment l'efficacité. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ce n'était pas une décision stratégique de chez Alpine de mettre de la 3D chez eux. C'est là aussi, ce sont des opérateurs qui ont fait rentrer la 3D en disant, mais tiens, on ne fait pas que des figurines avec la 3D, on fait aussi des pièces mécaniques, et ce serait intéressant d'avoir une ou deux machines qu'on puisse répondre à la demande. 750 000 €, c'est le chiffre d'affaires du Fab Lab d'Alpine aujourd'hui. Donc c'est quand même assez incroyable, même si ça reste une entité à part, c'est 750 000 € de chiffre d'affaires. Puisque les pièces, évidemment, ils les vendent dans toute leur production. J'ai d'autres cas. Ah, j'ai pas le texte. Ouais. Là aussi, voilà, on a des cas qui sont... J'aime bien honnêtement, à parler d'impression 3D, ce qui est intéressant finalement, c'est ce qui va nous permettre de gagner de l'argent à la fin. Là aussi, on est vraiment sur des temps courts d'impression. On est sur des coûts financiers évidemment réduits, et puis aussi l'empreinte carbone. Faire venir une pièce, en général, qui vient de Tunisie, qui viennent d'Asie encore, mais qui viennent souvent de l'étranger, ça a un coût de transport et puis ça a un délai. Là, vous imprimez votre pièce à des coûts qui sont moindres, finalement. Alors, encore une fois, sur les PPS, là, c'est le slide qu'on avait juste avant, venez voir tout à l'heure les pièces, elles sont vraiment très impressionnantes en termes de caractéristiques techniques, c'est vraiment très très impressionnant. Là aussi, on a les temps et le coût versus des fabrications traditionnelles. Ouais, j'en ai encore d'autres. Des pièces de sécurité, c'est vrai que dans plein d'usines, nous on sera au L4Pack, vous savez, c'est un salon à Paris début novembre.
le packaging, enfin l'industrie du packaging, ça fait partie de nos plus grands clients. L'intérêt pour eux, c'est de ne jamais évidemment stopper la production. Donc une pièce casse, que ce soit un préhenseur, que ce soit des pièces en TPU, 70A, 85A ou 86A, eux ne stoppent pas leur production. C'est-à-dire qu'il y a la moindre panne, ils impriment et ils repartent. C'est vraiment tout l'intérêt. Et puis on revient un petit peu sur la facteur fort. Notre dernière innovation, c'est vraiment pour nous une grande fierté de lancer cette machine-là. On a vraiment un accueil de cette machine qui est vraiment très très beau, et c'est une machine qui se met en milieu industriel. On n'est pas forcément dans un milieu fermé, on est vraiment en mode industriel. Et la fiabilité, honnêtement, moi je suis commercial, vous l'avez compris. Ce qui est très intéressant, c'est, moi je fais des salons, moi mes clients sont satisfaits. C'est vraiment un point important aussi pour vous, c'est la fiabilité. Ultimaker, c'est une boîte qui a, je vous dis, qui a 15 ans, et pour lequel on a une très très bonne réputation. Donc, je vous dis encore une fois, pour des gens comme moi dont c'est le métier, c'est très intéressant et très agréable. J'aurais dû mettre ce slide tout à l'heure avant, c'est la partie modulaire. Modulable, modulaire. C'est-à-dire que si vous avez une panne sur cette machine-là, vous n'avez pas besoin d'arrêter la production, il suffira simplement de changer les modules. Et puis comme on est basé en Hollande, pas très compliqué, en termes d'expédition des pièces, c'est 24-48 heures. Ben pareil pour les matériaux, c'est 24-48 heures. Et le print report dont je vous parlais tout à l'heure, ça va vous permettre, hop, je pense que je suis complet, ça va vous permettre d'avoir de tracer un petit peu la qualité de vos pièces. C'est la valeur ajoutée intelligente de la machine. Je pense que j'ai terminé, et si vous avez des questions... Au sein de l'entreprise Amphenol RLB depuis une dizaine d'années. Et voilà, j'ai commencé mes études à Bazin et j'ai suivi mes études ensuite en école d'ingénieur. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter non pas les technologies d'impression 3D telles qu'on vous les a présentées jusqu'à aujourd'hui, mais plutôt de la façon dont on les imbrique, nous, dans les projets et comment on voit une petite brique sur comment on voit l'avenir en termes d'impression 3D et l'utilisation de la fabrication additive. Donc au sommaire, je vais vous présenter rapidement l'entreprise Amphenol et Amphenol RLB plus précisément. Et ensuite, je vais vous dérouler un petit peu des préliminaires au niveau des échelles de maturité qu'on utilise au quotidien, nous, pour faire monter en maturité les produits chez nous, et puis pour arriver à des pièces série. Et ensuite, autant en phase produit qu'en phase process, on utilise aussi, on imbrique la fabrication additive au sein de nos développements. Donc tout d'abord, le groupe Amphenol, on représente environ 100 000 employés à travers le monde et environ 120 sites. On représente environ 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et la société Amphenol RLB en France est spécialisée, elle, donc c'est une société et le groupe également, on fabrique des connecteurs électriques à travers le monde dans tous les domaines d'activité qui soient, et on est aujourd'hui numéro 1 mondial grâce à des rachats récents qu'on a fait. Donc la société Amphenol Group croît notamment grâce au rachat en acquérant notamment des nouvelles technologies et des nouvelles spécificités dans le groupe. Et la spécificité d'Amphenol RLB, qui est basée à Carignan, c'est notamment de répondre à des besoins clients en termes de connexion de solutions en milieu sévère et qui nécessitent une étanchéité extrêmement rigoureuse. Donc on est 300 personnes. L'an dernier, on a fait environ 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, ça devrait être 84 et dans 2 ans, environ 100 millions. Donc on est en pleine croissance, poussée par l'aéronautique, les évolutions de l'aéronautique ces dernières années, et également par le militaire actuellement. Un petit mot aussi, c'est que la répartition de nos clients, on est 2 tiers à l'export. Très peu en France finalement, enfin que 1 tiers, c'est déjà pas mal. Mais nos donneurs d'ordre principaux en France, c'est Thales, Safran et Airbus qui détient pratiquement 65% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc on est très tributaire de l'aérocivil. Bon voilà. Je me permets de vous présenter également une petite... quelques images de nos produits aujourd'hui. Alors il ne faut pas rêver parce qu'ils sont hyper techniques, ils ne sont pas dans des vitrines quelque part où vous les retrouverez facilement. Par contre, on peut les retrouver dans des sous-marins nucléaires ou dans le Rafale de chez Dassault. Et vous aurez compris que notre besoin, c'est pas de faire de la belle pièce, mais c'est de la pièce technique très précise
avec des moulages qui sont des moulages d'épaisseur de matière qui sont inférieurs à 0,2 mm d'épaisseur. Et on a besoin d'une précision absolue, notamment pour tout ce qui est surmoulage, parce qu'on a des solutions d'étanchéité qui sont extrêmement critiques, enfin pour des domaines d'application extrêmement critiques. Et toutes les brosses de surmoulage, par exemple, on descend à des tolérances qui sont de l'ordre du micron. J'ai mis inférieur à 1 centième parce que c'est la réalité. Et ça, c'est la limitation qu'on retrouve aujourd'hui dans l'impression 3D. Et vous allez voir comment on essaie d'y répondre, en tout cas, pour essayer d'avancer dans le domaine. Au niveau de l'imbrication, de la fabrication additive dans nos projets, on en a besoin surtout en fonction de cette échelle TRL. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais l'échelle TRL, c'est quelque chose qui a été mis au point par le spatial notamment, de façon à faire monter en maturité des idées jusqu'à pouvoir le produire, le réaliser en masse production. Donc le TRL1, ça peut correspondre par exemple à une plante qui vient nous frotter sur un bulle quand on se balade dans un champ et puis qui vient nous coller et on ne sait pas s'en débarrasser, et jusqu'à l'émergence du velcro qu'on connaît tous aujourd'hui, qui est en TRL9. Donc toute cette phase d'évolution des niveaux TRL, eh bien, elle a fait l'objet d'une étude de développement pour arriver à l'industrialiser, donc à reproduire le défaut, enfin pardon, pas le défaut, reproduire l'intérêt qu'on a vu et qu'on a rencontré dans la nature, jusqu'à l'industrialiser et produire en masse production. Et donc nous, l'impression 3D, elle est surtout nécessaire à partir du TRL2 jusqu'à TRL7. Au-delà, TRL8 et TRL9, c'est de la phase d'industrialisation de bonne matière avec des bons procédés de réalisation, etc. Donc je vais vous parler plus précisément des TRL1, des TRL de 2 à 7 aujourd'hui, qui nous correspondent, puisqu'en phase d'innovation, c'est exactement ces étapes-là que nous, on a besoin de faire mûrir en termes de développement pour pouvoir arriver en TRL 8 et 9 qui correspond à notre bureau d'études chez Amphenol. Alors les moyens dont on dispose pour réaliser des pièces en proto rapide, donc on a une Ultimaker, on vient d'avoir une présentation, donc j'en dirai pas plus, je ne serai pas plus exhaustif. On a une Formlab, une Form 3 qui risque probablement d'être remplacée ces prochains mois, avec la dernière année de la marque qui fonctionne extrêmement bien. On a une Nexac Zip qu'on a fait entrer en début d'année. Elle a un intérêt, c'est surtout les résines qui nous seront utiles, vous verrez, pour répondre à un TRL spécifique, qui aujourd'hui n'était possible qu'à partir de machines d'usinage. Donc c'est pourquoi on a aussi une machine à commande numérique 3 axes qui sera prochainement remplacée par une 5 axes, et un tour numérique qui nous permet notamment de faire des broches, faire des contacts, faire ce genre de choses. Alors pour la phase de concept en TRL 3 ou 4, l'objectif de cette phase, c'est surtout des protos d'ergonomie. Donc les protos d'ergonomie ne nécessitent pas forcément des caractéristiques matière très poussées. Par contre, on a besoin d'avoir une finesse et une représentativité géométrique des pièces pour pouvoir notamment les manipuler et notamment pouvoir commencer à les présenter et à faire avancer le sujet, voir si ce sujet a des perspectives intéressantes ou pas. La pièce en haut à gauche vient de chez 3D Prod par exemple, donc c'est un frittage de poudre. On a le Polyjet également, je pense, et à droite c'est plus des réalisations qu'on a réalisées en interne, donc notamment avec la Formlab en termes de stéréo pur. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait des produits qui étaient très fins. Je pense qu'on va en voir un juste derrière. Non, peut-être pas tout de suite, on en ensuite. Ce cas d'école de phase de concept, je pense que tous les industriels aujourd'hui utilisent des protos rapides comme ça, et c'est la phase qui est presque la mieux connue chez les industriels aujourd'hui. Et donc il n'y a pas grand-chose à y redire, si ce n'est que c'est super pour quelqu'un qui vient du bureau d'études de pouvoir déjà manipuler les pièces en quelques heures et voir les limites qu'on y voit pour pouvoir les faire évoluer et améliorer les concepts. En phase technologique, le but c'est pas de pouvoir qualifier tout le produit, le but c'est de commencer à qualifier certains points spécifiques de nos produits, et notamment il n'y a pas qu'une partie ergonomie, il y a aussi par exemple une partie électrique. Donc la pièce ici à gauche, c'est une pièce qui est réalisée en dépôt de fil complète. Elle fait 800 mm de large, donc là elle ne vient pas de chez Ultimaker, enfin, elle n'a pas été imprimée chez Ultimaker par exemple.
On a des partenaires à travers la France qui permettent de faire des pièces de très grande taille, et malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. C'est pas non plus les dimensions qu'on a la coutume de faire chez nous, et par contre, on avait besoin de valider toute la partie interconnexion pour voir si on était capable de passer les intensités électriques qui sont nécessaires dans nos différentes solutions. Cette application, c'est une application qui a un futur proche, c'est pour tout ce qui est taxi volant, les eVTOL. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir faire des premiers démonstrateurs d'ici cette fin d'année pour pouvoir faire voler et qualifier les premiers produits. Donc on est en phase de qualification, on n'est pas en phase de production, ce qui fait qu'on peut se permettre de mixer et avoir des solutions hybrides complètement. Une autre solution hybride qu'on vous propose en haut, là, c'est un proto rapide toujours réalisé chez 3D Prod. Par contre, nous, on y a ajouté un surmoulage silicone avec un silicone bonne matière à l'intérieur. Ce silicone, il est nécessaire chez nous pour avoir la bonne dureté, la bonne finesse d'épaisseur, et on en a besoin pour pouvoir le qualifier en milieu sévère. Et ça nous a permis de valider l'étanchéité sur le concept retenu, et déjà de proposer des pièces chez le client qui puisse déjà les tester, les valider et valider l'étanchéité. On a d'autres solutions en termes de solutions hybrides. Ça, c'est une pièce qui a été réalisée en collaboration avec le CRIT, notamment où on imbrique une enveloppe isolante issue d'une fabrication additive avec une partie conductrice qui nous permet de valider la solution au sein de nos connecteurs. Vous l'aurez compris, cette phase technologique elle est importante pour nous, mais uniquement pour valider certaines briques techno et puis pour pouvoir aller plus loin sur le concept. Quand on continue à monter un petit peu en maturité, on a besoin de passer cette fois sur une phase bonne matière, puisque la limite qu'on a vue jusqu'à présent, c'est que les protos rapides ne sont pas réalisables en bonne matière, et donc on a un schéma manquant au milieu, c'est qu'on a les protos purs sur la gauche, y compris le slide précédent. On ne peut pas le mettre en milieu sévère tout de suite. Et on a la pièce série entre les deux. Donc aujourd'hui, ce qu'on réalisait, c'était des pièces issues de bonne matière, mais usinées. Donc on n'avait pas le bon process derrière. Ça fonctionne, sauf que c'est long, c'est cher, et la répétabilité des pièces, elle dépend réellement de qui nous réalise les pièces. Donc c'était pas toujours simple. Pas toujours simple. Et donc aujourd'hui, on travaille sur un procédé qui vous a été largement proposé tout à l'heure. C'est le procédé FIM, qui nous permet en fait de réaliser plus l'outillage de réalisation de la pièce proto, d'injecter la pièce proto et d'obtenir la pièce après dissolution de la matière prototype qu'on a utilisée. Cette brique technologique-là, pour nous, est importante parce qu'elle nous permet de procéder à différentes boucles d'itération en quelques heures, voire quelques jours, alors que jusqu'à présent, si on devait faire usiner des pièces, ça prend en moyenne 4 à 5 semaines, et le résultat n'est pas forcément celui qu'on recherche derrière. Si on arrive à obtenir l'équivalent en quelques jours, alors je dis quelques jours parce que la phase de dissolution de la matière elle est assez longue, elle peut prendre presque une semaine, et après il faut réserver une presse pour pouvoir injecter la bonne matière et obtenir la bonne pièce. Alors on n'a pas tout à fait la même pièce puisqu'il y a des carottes d'injection, etc. à retirer, mais une fois qu'on a le modèle final qui sort du moule, ça fait quand même plaisir et on peut valider très très vite les choses. Cette brique techno, on avance tranquillement, notamment avec Lison, là, qui est notre apprenti chez nous. Donc on imbrique vraiment la technologie, on va aller beaucoup plus loin ces prochaines années parce qu'on y voit un intérêt considérable. Et enfin, je vais vous présenter aussi un autre volet de tout ce qui est fabrication additive, c'est qu'on l'imbrique à travers tous nos moyens de production aujourd'hui nécessitent des protos rapides. Donc on utilise communément la fabrication additive pour réaliser par exemple des supports de marquage. Ce qui reste après une pièce qui a vieilli dans un avion, c'est le marquage pour pouvoir retrouver d'où elle vient, la changer quand elle est défaillante. Donc c'est super important que ce soit bien fait, proprement et bien calé. Il n'y a pas mieux que d'avoir des protos rapides parce qu'on peut du coup itérer très facilement pour avoir les pièces marquées de manière optimale. On utilise par exemple au milieu, c'est une prise de test qui permet de valider 100% de nos connecteurs au fur et à mesure qu'ils ont été produits. Donc inutile d'avoir une pièce complètement usinée avec l'insertion de contact qui valide le tout, autant le faire en proto rapide et l'intégrer de cette façon, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et moins onéreux.
Et un autre volet également, c'est, tout à l'heure on en a parlé un petit peu, c'est les mains de robot par exemple. Les mains de robot où on a un robot collaboratif qui nécessite d'avoir des pièces d'adaptabilité à nos pièces. Ben, avant de produire la pièce et la réaliser en usinage classique pour avoir une pièce robuste qui traverse le temps, et ben, on passe par des boucles d'itération, notamment grâce à la fabrication additive, jusqu'à obtenir ce qu'on souhaite. On l'a testé, on l'a validé, et donc on peut aller plus loin. On utilise également la fabrication additive, notamment en dépôt de tuiles, pour des besoins ponctuels. Par exemple, là il s'agit de protéger un produit lors du transport. Quand le produit arrive un peu défaillant chez le client, c'est tout le temps embêtant. Et quand on n'est pas encore en phase série, on n'a pas tous les moyens disponibles pour le faire. Donc on réalisait par exemple sur ce produit une cape de protection pour protéger nos contacts du transport notamment. La cape serrée à droite, la cape proto à gauche. On l'a simplifiée, elle est réalisée en quelques heures et au moins les produits n'arrivent pas défaillants chez le client. Sachant que c'est des produits qui coûtent quelques milliers d'euros parfois, c'est dommage à cause d'une cape, on ait besoin de refaire un aller-retour avec le client. Donc j'ai parlé de la phase de développement, de la phase méthode. Je vous parle ici juste des besoins ponctuels qu'on peut avoir sur des très petites séries ou des séries, où là l'impression 3D a vraiment sa place dans le futur notamment. Ici c'est un cas d'école qu'on a réalisé il y a quelques années, notamment avec le CRIT et avec d'autres partenaires de notre écosystème. Il s'agit d'un besoin pour venir protéger un connecteur pendant un quart d'heure d'une flamme à 1000 degrés. Ce besoin est nécessaire pour notre client. Par contre, les quantités finales, c'est quelques dizaines de pièces. Inutile d'investir dans un outillage ne sachant pas si on va répondre complètement aux besoins. Donc l'impression 3D s'imbrique extrêmement bien là-dedans. Donc on a trouvé un partenaire avec lequel on a réussi à tenir les 15 minutes à 1000 degrés. Du coup cette solution aujourd'hui est validée et c'est quelque chose qui devient un peu commun sur le marché aujourd'hui. Tous nos clients et nos partenaires commencent à parler de 1000 degrés nécessaires pendant un certain temps. Je vous parle d'un cas d'application possible, c'est un lancement d'un missile, il chauffe très fort pendant un certain temps et à l'arrivée, peu importe dans quel état se trouve la pièce, en général, elle n'est pas en bon état. Et donc ça, c'est nécessaire. Et donc, je vais en finir bientôt. Je passe à la phase de conclusion. La fabrication additive, oui, c'est super. Par contre, ça a quelques limites aujourd'hui. Donc, les matières disponibles, pour avoir une répétabilité, pour avoir un état de surface, pour avoir une finesse nécessaire, retrouver la finesse nécessaire de nos produits. Là, je ne sais pas si vous voyez à droite la photo, la finesse de nos produits, c'est 2/10 en bout de pétales. Là, ce sont les petits pétales des clips de rétention. Il y a 2/10 de matière dessus. On arrive à le réaliser en proto rapide. En stéréo, par exemple, avec la forme 3, on utilise une matière qui s'appelle l'item. On arrive à avoir ce type de pétales qui sont fonctionnels. Ils font moins de 3/10, ils sont à 22 centièmes environ. Donc aujourd'hui, on a déjà la techno qui permet de faire ça. Mais si on veut passer à une phase bonne matière, les technos ne sont pas encore disponibles pour nous. Donc ça, c'est une limitation d'un point de vue coût et d'un point de vue qualitatif surtout. En termes de quantitatif, les vitesses d'impression sont un peu limitantes, mais de moins en moins, là, notamment avec la technique des écrans LCD qui viennent polymériser toute une surface plutôt que d'avoir un laser qui vient balayer les résines. On va gagner énormément de temps. Donc la Nexaxix qu'on a fait rentrer utilise ce procédé-là, elle est un peu capricieuse, mais on va pas tarder à savoir l'exploiter comme il le faut. On a aussi une limite au niveau du prix, les matières sont chères, et ce dont on a tendance à oublier, c'est surtout l'aspect main-d'œuvre qu'il y a derrière. Parce que l'impression 3D, c'est pas un domaine qui est ouvert à tout le monde, c'est quand même un domaine d'expertise, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas, la formation et la main-d'œuvre nécessaire derrière nécessitent des gens de valeur qui sont capables de savoir ce qu'ils font, comment ils le font et assez rapidement. Parce que si on met 3 jours à sortir une pièce, l'intérêt du rapide est relatif. Le prix des consommables, forcément, on en a parlé plusieurs fois. Alors rien que la X-Mold, on en a parlé tout à l'heure, c'est 2000 € les 5 kilos. Si on se trompe, c'est un peu un problème, surtout qu'on ne fait pas la pièce, on fait l'outillage.
et l'outillage représente plusieurs centaines de millilitres de matière. Bon, au final, ça fait cher. On est une société qui ne manque pas d'argent aujourd'hui, mais demain, cette techno, elle peut être remise en cause pour une petite société, par exemple, alors que c'est plus elle qui, quelque part, aurait tout intérêt à y gagner. Et on a d'autres perspectives à l'avenir pour la fabrication 3D, c'est notamment dans le spatial. Dans le domaine du spatial, c'est souvent des pièces unitaires, ou à très faible quantité. Et le fait de devoir cumuler des pièces pour assembler un produit, eh bien ça prend du temps, de l'argent, des outillages et du poids surtout. Et le nerf de la guerre dans le spatial, c'est la masse. Le fait de pouvoir faire une pièce en une seule fois qui n'est pas moulable ou réalisable par des moyens traditionnels, eh bien, ça ouvre des perspectives énormes. Donc j'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Anthony. Enfin, moi, j'ai juste envie de dire quelques mots parce que je trouve que merci de partager vos méthodes de travail. J'espère que c'est inspirant pour vous tous parce que je pense qu'en Phénolaire est vraiment, en termes de maturité, en termes d'intégration des technologies, voilà, vraiment au top. Voilà, on ne croise pas beaucoup d'industriels qui ont intégré les technologies jusqu'à votre niveau. Ce qui est intéressant à retenir aussi, c'est qu'ils font appel à tout un panel de procédés différents. Et quand ils ne savent pas le faire en interne, eh ben, ils vont aller chercher les capacités ou voire même de la recherche sur les partenaires extérieurs. Entre autres le CRI-TEMNI qui a été mentionné ici. Donc c'est vraiment intéressant dans cette logique de voir que voilà, faut pas travailler tout seul, il faut continuer à être ouvert sur son écosystème, s'appuyer sur des sociétés de services comme 3D Prod ou d'autres qui maîtrisent vraiment bien leurs procédés et qui peuvent vous aider à vous faire progresser. Et puis aussi sur l'intervention d'Ultimaker, super intéressant aussi parce que c'est un outil qui permet de régler des problèmes de tous les jours, d'apporter de la performance dans vos sites de production. Donc c'est très inspirant aussi. Merci beaucoup, Anthony.